concerne les collectivités territoriales, notamment l'organisation administrative décentralisée, dans la mesure où on a déjà travaillé au niveau des deux premiers chapitres. Le premier était dédié aux principes fondamentaux de l'organisation administrative. Si vous vous rappelez, on a travaillé sur le principe de la centralisation, déconcentration, la décentralisation technique et territoriale. Maintenant, on va voir, on a travaillé aussi au niveau du deuxième chapitre sur l'administration de l'État, les organes, les structures, le mode de fonctionnement de l'administration de l'État. Le rôle est arrivé pour traiter c'est le rôle des collectivités territoriales, notamment dans le cadre du fonctionnement de l'administration territoriale. Donc, quand on parle de l'administration territoriale, c'est l'incarnation du principe de la décentralisation dont on a parlé la dernière fois, au niveau du deuxième chapitre, si je me rappelle. Et là, ça évoque la notion de décentralisation. Je tiens à souligner que la notion de décentralisation, bien le principe de décentralisation, évoque deux implications fondamentales. D'abord, qui dit décentralisation, dit partage du pouvoir ou des attributions entre le centre et la périphérie. Ça veut dire entre le pouvoir central, qui est l'État, et les collectivités territoriales. Ça peut être un partage de compétences, d'attributions, comme c'est le cas pour la décentralisation administrative, comme ça peut être un partage beaucoup plus poussé vers un partage de pouvoir. Vous vous rappelez quand on a parlé de la différence entre la décentralisation administrative et la décentralisation politique. Donc, quand on a parlé de ces deux formes de décentralisation, je vous ai dit que la décentralisation administrative se contente de partager les attributions et les compétences entre le pouvoir central et les collectivités territoriales, alors que la décentralisation politique vise beaucoup plus le partage du pouvoir politique. Et je vous ai donné quelques exemples. De toute façon, on va revenir à cette question de façon beaucoup plus approfondie au niveau de la régionalisation pour voir la nature du système régional national. Donc, c'est un partage de compétences entre l'État et les collectivités territoriales dans la mesure où l'État, à travers la décentralisation, concède une bonne partie de ses attributions au profit des collectivités territoriales. Bien sûr, l'État garde ce qu'on appelle les compétences galiennes, qui ne sont pas partageables et qui ne sont pas susceptibles d'être réparties entre le pouvoir central et les subdivisions territoriales. Donc, ce partage de pouvoir entre l'État central, de compétences entre l'État central, parce que là, quand on parle du système administratif marocain, on parle beaucoup plus de partage de compétences que de partage de pouvoir. On va revenir à la question. Donc, ce partage de compétences entre l'État et les collectivités territoriales nécessite la mise en place de structures décentralisées qui auront, par la force de la Constitution et des lois, la possibilité de s'autogérer. S'autogérer, ça veut dire une gestion par les organes locaux de leurs propres affaires. Donc par opposition à l'autogouvernement dont on a parlé au niveau de l'autonomie politique des collectivités territoriales. Donc ça, c'est un partage qui constitue le point de départ de toute politique de décentralisation. Un partage qui se base sur le principe lui-même, mais qui se base aussi sur l'existence de structures, d'organes, de compétences et d'autres situations qui permettent à la collectivité de s'autogérer. Deuxième implication de la décentralisation, c'est ce qu'on appelle la légitimité démocratique des collectivités territoriales. Cette légitimité, elle est tirée, je crois qu'on en a déjà parlé, elle est tirée du principe démocratique de l'élection qui permet aux citoyens de la localité, aux citoyens de la collectivité, de choisir eux-mêmes ceux qui vont gérer leurs affaires. Donc, c'est ce qui renvoie à tout un mécanisme de choix, d'élection des membres des collectivités territoriales, notamment ce qu'on appelle les élus territoriaux, ou bien les conseillers territoriaux.
Donc, à côté de la légitimité démocratique qui donne une sorte de démocratisation, un aspect démocratique de la gestion des affaires locales, vous avez au niveau ça, et ça précède même la composition du Conseil, parce que pour que le Conseil soit composé, il doit y avoir des élections qui précèdent la composition, et donc tout un ensemble de mécanismes qui permettent l'implication démocratique des citoyens dans le choix de ceux qui vont gérer leurs affaires. Au niveau de fonctionnement du Conseil, il doit y avoir ce qu'on appelle la gestion démocratique des affaires locales. On suppose que le Conseil, voilà, il est élu, il est en fonction, il assure la gestion des affaires locales. Cette gestion au sein du Conseil doit être assurée selon les mécanismes démocratiques. On prend le premier procédé qui permet, ou bien qui reflète cette démocratisation de la gestion des affaires locales, c'est d'abord le choix du chef de l'exécutif, qui est le président du conseil communal. Donc, au sein du conseil communal, une fois élu, le premier acte que le conseil assure, c'est l'élection de son président. Donc, cette élection ce choix se fait sur la base élective. Donc là, nous avons d'abord un départ démocratique pour le choix, donc l'organisation de la structure du conseil de la collectivité territoriale. Le choix donc démocratique, bien la gestion démocratique des affaires locales se fait aussi au niveau, par exemple, des prises de décision au sein des délibérations. Au niveau de la délibération, il doit y avoir donc un vote majoritaire selon la nature des décisions prises, et ce vote, c'est l'incarnation de la gestion démocratique des affaires locales. C'est ce qui fait toute la différence par rapport au fonctionnement des administrations déconcentrées, où la question démocratique ne se pose pas, parce que c'est des administrations qui relèvent du pouvoir central et qui sont soumises à des modes de fonctionnement tout à fait différents de ceux applicables au niveau des collectivités territoriales. Donc, l'élément démocratique, c'est l'implication directe de l'existence de collectivités territoriales qui sont l'incarnation, l'expression même de la décentralisation. Donc, de la commune à la région au Maroc, si on se réfère toujours au cas marocain, on va voir de temps en temps que le système décentralisé marocain est largement influencé, imprégné par le modèle français de décentralisation. On est toujours influencé dans le cadre des réformes, que ce soit prises après l'indépendance ou bien jusqu'à aujourd'hui, influencé par le modèle de décentralisation administrative française. Donc, le Maroc, il a connu vraiment un processus de décentralisation marqué par une évolution considérable. Bien sûr, le processus, il est lent, certes, il n'évolue pas de façon accélérée, parfois en perte de vitesse, mais quand même, il évolue vers plus d'autonomisation, plus de responsabilisation des instances élues et vers l'octroi de plus de compétences aux collectivités territoriales. Entre 1960 et 2015, il y a vraiment un processus évolutif de changement considérable, et il y a des étapes. Si on parle en France de l'acte 1 de la décentralisation, l'acte 2, on parle même de l'acte 3. Au Maroc, on a les observateurs et les spécialistes font la différence entre deux grands actes de décentralisation. Bien sûr, il y a les prémices de la décentralisation, quelques réformes, quelques pratiques prises juste après l'indépendance pour déclencher ce processus. C'était largement timide. Je vais vous donner les exemples parce qu'on va parler du processus de décentralisation. D'accord? Donc, mais quand même, on tend vers une évolution de ce processus, que ce soit au niveau communal, provincial ou bien au niveau régional. Voilà, vous avez devant vous un tableau qui est récapitulatif de l'évolution du processus de décentralisation au Maroc. Bien sûr, vous voyez que c'est un processus inachevé dans la mesure où on est toujours en quête de collectivités territoriales plus autonomes, en quête de collectivités territoriales qui disposent de plus de pouvoir d'action, plus d'autonomie par rapport au pouvoir central, et un allègement considérable des mécanismes
de contrôle qui rattache le pouvoir central aux collectivités territoriales. Donc, au niveau de l'évolution du processus de décentralisation, avant même de parler de ce processus déclenché juste après l'indépendance, les historiens font remonter au Maroc à des temps très lointains, avant même le protectorat, l'existence du phénomène local et même du phénomène régional. Je vous réfère à la répartition historique de Bled Siba, Bled Mkhzen, l'existence de structures communales, tribales, qui était présidée par un chef, donc une tribu présidée par un chef, qui gère les affaires selon les normes coutumières, les normes qui étaient connues à l'époque. Bien sûr, il n'y avait pas un droit public au sens moderne du terme, mais quand même, il y avait des pratiques et des usages aussi qui réglementaient les relations entre les chefs et les communautés qui gèrent, et les relations entre les différentes composantes de tissu social national. Donc, le fait local, il existe et il a toujours existé au Maroc. Bien sûr, avec l'avènement du protectorat, le principal souci des colons, c'était la maîtrise du territoire et des populations et des communautés. Donc, il n'a pas pu bouleverser de façon profonde la structure territoriale existante, mais il a aménagé le découpage territorial de sorte à générer des structures administratives facilement maîtrisables. Et il a réparti le Maroc en régions civiles et régions militaires, etc. Bien sûr, le souci de moderniser l'organisation administrative, c'était le dernier pour les colons, dans la mesure où il essayait seulement d'assurer une maîtrise du territoire et des populations, comme je vous ai dit. Donc, je ne vais pas trop m'étaler sur les politiques territoriales entamées au moment du protectorat au Maroc. Je préfère qu'on passe directement aux politiques territoriales entamées après l'indépendance, donc au Maroc post-colonial. Et je tiens à souligner que dès les premières années de l'indépendance, et juste en 1959, il y avait la promulgation de 2 dahir qui concernaient l'organisation territoriale du Maroc. Et quand je parle de l'organisation territoriale, c'est surtout au niveau communal que les premières réformes étaient vraiment bâties. Et aussi, là, les premières consultations électorales au niveau communal. Donc, en 1952, il y avait 2 dahir. Le premier concernait la division administrative du royaume et le deuxième concernait l'élection des conseillers communaux. Donc, c'était la première fois que les Marocains se familiarisent avec l'élection directe, au suffrage universel direct, des conseillers communaux. Et c'était vraiment un exercice démocratique pour les populations nationales, dans la mesure où on va voir par la suite, avec l'évolution du processus de construction, surtout communal, on a pu d'abord avoir une élite communale bien consolidée, une élite bien formée en matière de gestion démocratique, en matière de gestion des affaires locales. En plus, les populations se sont familiarisées avec à travers les différents scrutins qu'ils ont auxquels ils ont participé, ils se sont familiarisés à la gestion de la chose publique. C'est très bien qu'au moment des élections communales, tous les quartiers sont mobilisés pour participer, les habitants sont mobilisés, les partis politiques trouvent le terrain favorable pour véhiculer leur discours politique, etc. Donc, c'est toute une éducation politique qu'on a pu vivre au niveau à l'échelle communale. Je tiens à souligner que c'est la démocratie, et c'est l'avis aussi de pas mal de spécialistes, si la démocratie locale a vu le jour ou bien s'est consolidée au Maroc, c'est surtout au niveau communal. D'accord? Donc, on va voir que les niveaux supérieurs, notamment provincial et régional, les choses n'ont pas avancé de la même façon, selon la même cadence. En 1963, il y avait l'organisation, le dahir relatif à l'organisation provinciale et l'organisation préfectorale. Et vous avez en 1962 la Constitution, que ce soit celle de 62, celle de 72 ou bien la Constitution, les constitutions qui l'ont succédé,
toutes ces constitutions ont reconnu l'existence de collectivités territoriales, notamment les communes, les provinces et les préfectures. Donc, les différentes constitutions ont reconnu à ces deux catégories de collectivités territoriales la qualité la qualité juridique et institutionnelle de collectivité territoriale qui incarne en quelque sorte la décentralisation au Maroc. Qu'en est-il de la commune? Donc, de la région. La région n'a été reconnue comme étant une collectivité locale avec la réforme constitutionnelle de 1996, où la région a été rehaussée au rang de collectivité territoriale. Une année après, promulguée la loi 4496 sur l'organisation des régions. Donc, la première phase de déclenchement du processus décentralisé au Maroc concerne quelques réformes timides, bien sûr, mais c'est les prémices des réformes territoriales qui vont venir par la suite. Deuxième phase, c'est d'abord, elle a été déclenchée par la création des régions. Je ne parle pas de régions collectivités territoriales, parce qu'en 1971, les régions, j'ose dire, souffraient d'un déficit d'identité. La loi, le Dahir, créant les régions de 1971, ne les a pas donné une classification juridique. On ne savait pas si c'est des collectivités locales, si c'est des établissements publics, comme c'était le cas en France avant les réformes de 82-83. Donc, il y avait un déficit d'identité juridique pour les régions. C'était l'assemblage de plusieurs provinces avoisinantes. Donc, on a découpé le Maroc en 7 régions et on les a collé l'étiquette économique. En 71, c'était les régions économiques qui n'avaient pas vraiment une vie juridique autonome, comme c'est le cas pour les autres collectivités territoriales. En 1976, c'est la naissance de la première charte communale. La charte communale de 1976 est considérée comme la charte mère de toutes les lois de décentralisation qui vont succéder, même si les étapes de réforme ne sont pas tellement nombreuses, parce que la charte de 1976 a été réformée 2 fois avant la constitution de 2011. La première réforme, c'était en 2002, puis en 2009. Et après la constitution de 2011, il y a la réforme des lois organiques promulguées, publiées en 2015. Donc, 76, c'est l'an 1 de la décentralisation communale au Maroc. Pourquoi? Parce que c'est pour la première fois que la collectivité communale dispose d'une autonomie organique et une autonomie de gestion par rapport au pouvoir central. Donc, d'abord, on s'est largement appuyé sur le choix démocratique des conseillers communaux, au niveau de la gestion communale, au niveau des attributions, le renforcement aussi des attributions du président du conseil communal, qui s'est vu récupérer pas mal de compétences détenues auparavant par les agents d'autorité, notamment les caïds, etc. Donc, le chef de l'exécutif communal s'est trouvé donc devant des attributions beaucoup plus importantes. La même chose pour la commune. On a élargi la sphère d'intervention des communes, les domaines d'intervention, on a réparti les compétences en plusieurs catégories, etc. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur l'expérience de 1976 parce qu'on va revenir sur certains de ces aspects dans le cadre de la comparaison par rapport aux réformes ultérieures. Donc, la réforme régionale de 1997 a marqué un tournant décisif dans le processus de décentralisation régionale, parce que, comme je vous ai dit, de 71, la date de naissance des régions économiques jusqu'à 1997, les régions n'étaient pas des collectivités territoriales. Donc, mais au cours de cette période de 71 jusqu'à 1997,
le roi Hassan II, le défunt Hassan II, a lancé un débat politique très important sur la question régionale au Maroc à travers sa pensée politique, sa conception politique de devenir de la régionalisation au Maroc. Elle a beaucoup parié sur la région pour la réforme de l'État en lui-même. Elle a parié sur la région pour le développement économique et social. Et il a même, dans un célèbre discours de 1984, largement repris dans le cadre des travaux des spécialistes en droit administratif marocain, il a même espéré laisser à son successeur un Maroc bâti à l'exemple allemand. Un Maroc où les régions disposent d'une autonomie très poussée, avec des attributions très importantes, avec des compétences et avec une légitimité démocratique bien consolidée. Bien sûr, ce vœu de Hassan II, il a lancé un débat national au niveau de la classe politique, au niveau des partis politiques, au niveau universitaire, académique, sur le devenir de la régionalisation au Maroc. Va-t-on opter pour des régions collectivités locales ou autres? Sur quels critères va-t-on répartir le Maroc? Parce qu'on va voir par la suite, au moment opportun, que la région dispose d'une place privilégiée par rapport aux autres collectivités territoriales. Après cette période de réflexion, le législateur a traduit en quelque sorte les dispositions constitutionnelles dans le cadre de la loi 47/96. Je tiens à souligner que la Constitution vraiment n'offrait pas tant de choix, une bonne marge de choix pour le législateur pour vraiment consolider l'autonomie de la collectivité régionale. Pourquoi? Parce que nous avions les fameux articles, la décentralisation était constitutionnalisée, c'est vrai, à travers tacitement, non pas expressément comme c'est le cas de la Constitution de 2011. Parce que quand le constituant reconnaît l'existence de collectivités territoriales, il reconnaît en quelque sorte le caractère décentralisé de l'organisation locale, mais de façon tacite. Parce qu'on va voir que la Constitution de 2011, elle a reconnu expressément dans le cadre de l'article 1er dont on a parlé tout à l'heure, surtout, donc voilà, l'organisation territoriale du Maroc, du Royaume, elle est fondée sur une régionalisation avancée. Donc là, c'est une reconnaissance expresse du constituant de la nature de l'organisation territoriale. Donc, il y avait au niveau de la Constitution de 1996 deux articles. Donc, l'article 100, si je me rappelle, et l'article 101. Donc, l'article 100 précise que les collectivités territoriales locales, à l'époque, c'était les collectivités locales du Royaume, c'est les communes, les provinces et les préfectures et les régions. Donc, c'est là où la région a pu avoir un statut constitutionnel en tant que collectivité territoriale, mais malheureusement, l'article 101 est venu pour verrouiller le système de décentralisation en reconnaissant au gouverneur le pouvoir exécutif des délibérations des conseils des collectivités territoriales. Autrement dit, les délibérations pour l'exécution des délibérations des collectivités territoriales, notamment les provinces, les préfectures et les régions, ce pouvoir relève de la compétence du gouverneur et non pas du président de la collectivité en question. Donc là, vous voyez que le système est verrouillé dès le départ et n'offre pas vraiment une marge d'intervention du législateur pour élargir les marges d'intervention des exécutifs. Donc la traduction de 1997, c'est que on a créé une sorte d'exécutif bicéphale où le partage exécutif est partagé entre le chef c'est pas le chef de l'État, qui a fait la confusion entre le niveau national et le niveau territorial. Donc le pouvoir exécutif qui est partagé entre le chef de la commune, le président, de la région, le président du conseil régional et le gouverneur. Donc même au niveau régional, on a donc fait cette incarnation de l'exécutif avec deux têtes, mais avec un gouverneur fort et un président faible.
et bien sûr, l'analyse de la loi 47/96 montre bien cette répartition inéquitable du pouvoir exécutif entre le président élu et le gouverneur qui représente l'État central. Donc, mais quand même, le fait de parler de la région comme collectivité territoriale, c'est une avant-première dans la mesure où, jusqu'à aujourd'hui, pas mal de pays maghrébins n'arrivent pas, dans le cadre de leur constitution, d'accorder à la région le statut de collectivité territoriale. Après, cette réforme très importante est venue la phase de 2002 où on a réformé la charte communale de 1976. Donc, toutes ces étapes, on va les voir de façon beaucoup plus approfondie dans le cadre des comparaisons avec les réformes de 2015. La charte de 2002 a été aussi, réformée, donc on a réformé la réforme en 2009 et en fin de compte, les communes se sont trouvées avec un statut juridique moderne qui renforce la gouvernance territoriale, qui renforce les attributions du chef de l'exécutif, mais surtout qui allège relativement l'emprise de la tutelle exercée sur les organes et sur les décisions prises par les collectivités communales. Troisième phase, c'est la phase qui a succédé la réforme constitutionnelle de 2011, d'accord? Et comme je vous ai dit, la Constitution de 2011, d'abord, elle a reconnu pour la première fois le caractère décentralisé de l'organisation territoriale nationale. Plus que ça, la Constitution de 2011, elle a consacré la décentralisation et la régionalisation à travers un titre distinct, le titre 9 de la Constitution, intitulé « Des régions et des autres collectivités territoriales ». Vous vous rappelez que je vous ai dit que la Constitution de 1996 avait réservé seulement deux articles à la décentralisation. Le premier reconnaît la qualité de collectivité territoriale aux communes, provinces et régions. Le deuxième qui donne au gouverneur le pouvoir exécutif. On va voir que le titre 9 est en matière de décentralisation et il donne donc une idée sur les principes en matière des attributions, les principes des collectivités territoriales, le rôle, il détermine avec précision le rôle des gouverneurs et des walis au niveau territorial. Il a même rétréci le champ d'intervention des walis, notamment au niveau du pouvoir exécutif, et il a cerné ce pouvoir par rapport au pouvoir de contrôle qu'exerce le gouverneur et les walis sur les collectivités territoriales, notamment le contrôle administratif qu'on va voir plus tard. Donc là, vous voyez que la troisième phase, elle a été déclenchée avec le lancement du projet de la régionalisation avancée. On se rappelle tous le célèbre discours du roi en 2010 qui lance le projet de la régionalisation avancée. Il y avait la constitution de la commission consultative royale sur la régionalisation qui a proposé au roi, qui a présenté au roi un projet de la réforme régionale. Donc c'est un rapport très important sur la base de ce rapport qu'a été établie la loi de 2015 sur l'organisation régionale. Et puis une année après, il y a la réforme constitutionnelle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Puis 4 ans après, c'est l'adoption des trois célèbres lois organiques, ce qu'on appelle les lois de décentralisation au Maroc. Donc la loi 111/14, 112/14 et 113/14. Donc c'est des lois qui donnent le cadre juridique général de l'organisation territoriale, qui traite le mode de fonctionnement des différentes collectivités territoriales et qui permettent donc d'expliciter les relations entre les représentants du pouvoir central et les collectivités territoriales. Donc ceci nous pousse à se demander sur la définition de cette collectivité territoriale. Donc là, on va opter pour une définition juridique
de la collectivité territoriale. C'est quoi au juste une collectivité territoriale? Donc, d'abord, la collectivité territoriale, c'est l'expression même de la décentralisation, dans la mesure où on ne peut pas parler de décentralisation sans son incarnation institutionnelle et juridique qui est la collectivité territoriale. Donc, pour la définir, on est appelé à se référer à des critères. D'abord, la collectivité territoriale, c'est une portion du territoire national, donc une partie, et la superficie de la collectivité diffère selon sa taille, selon sa nature. La commune n'est pas beaucoup, donc la région, c'est une collectivité qui fédère, est beaucoup plus grande au niveau de la taille par rapport à la province, la préfecture ou bien la région qui constitue la collectivité la plus rétrécie au niveau de sa taille. Les critères sur lesquels se basent les décideurs pour arrêter la superficie ou bien pour arrêter les limitations géographiques de la collectivité territoriale. Nous avons plusieurs critères. Le critère le plus adapté, le plus utilisé, c'est le critère administratif. Donc là, on se base sur un découpage administratif. C'est le cas pour le Maroc. Donc, on parle même de découpage administratif dans la mesure où ça reflète l'existence de circonscriptions territoriales administratives. Deuxième critère, ou bien l'autre critère, qui n'est pas pris largement en considération au Maroc, c'est le critère, ça diffère, donc ces critères diffèrent selon les systèmes politiques, selon la nature de la décentralisation adoptée. Donc si on est dans le cadre d'une décentralisation politique dont on a parlé, le critère est beaucoup plus administratif. Ça peut donc générer d'autres critères, comme par exemple le critère historique, socio-tribal, le critère culturel, etc. Donc, c'est à travers ces critères-là que l'État arrive à aménager la structure territoriale en découpant le territoire en plusieurs collectivités territoriales qui diffèrent selon leur taille et qui diffèrent aussi selon leur domaine d'intervention. Parce qu'on va voir que le domaine d'intervention de la commune, ce n'est pas le même que la province ni la région. Mais on est toujours dans le cadre d'une complémentarité de l'action au niveau territorial. La commune est là, donc, toutes les tâches de proximité, de gestion des services publics locaux, etc. La province, c'est les tâches qui concernent beaucoup plus le développement social, le monde rural, la coordination. La région, c'est les tâches qui concernent l'investissement, le développement économique, l'aménagement de territoire. Mais quand même, ça entre dans les maillons du même chaîne. Donc tous les domaines interviennent pour la gestion des affaires locales. La collectivité territoriale, c'est aussi une personne morale de droit public. Et là, c'est le statut juridique de la commune. Donc, la commune, elle se présente comme étant une personne morale de droit public. Vous vous rappelez, quand on a parlé de 3 personnes morales de droit public, lesquelles? Effectivement, donc là, la commune se présente comme une collectivité, une personne morale de droit public. Donc, vous avez là la personnalité morale qui donne une certaine autonomie, une distinction et qui permet à la collectivité d'avoir une vie juridique propre et la possibilité de prendre des actes juridiques. Donc, elle agit dans la vie juridique de façon distincte et autonome. Bien sûr, quand on parle de la personnalité morale, ceci implique l'existence d'une autonomie financière, parce qu'il y a l'autonomie de gestion et aussi de l'autre côté, il y a l'autonomie financière. Donc, c'est aussi la possibilité pour la collectivité de prendre des actes et de mener une vie juridique. Ça veut dire quoi, la vie juridique? C'est la possibilité pour la collectivité de s'engager à travers des actes, d'avoir des droits, des obligations, de procéder à travers les contrats, des transactions, que ce soit des contrats de droit privé ou bien de contrats de droit public. Ça veut dire d'être en justice, d'être attaqué en justice en cas
en cas de litige avec les particuliers, avec les citoyens. Donc là, c'est ça la vie juridique d'une collectivité territoriale, d'avoir un patrimoine, etc. Au niveau du fonctionnement de la collectivité, oui. L'autonomie financière veut dire que la collectivité a le droit d'avoir son propre budget, son propre système financier, d'avoir des ressources, d'engager des dépenses, donc un système fiscal propre, etc. Et là, au niveau du fonctionnement, aussi le plus important au niveau d'une collectivité territoriale, c'est l'existence d'organes propres qui gèrent les affaires de la collectivité. Donc ces organes sont représentés par, d'abord, il y a deux types d'organes au niveau d'une collectivité territoriale. Il y a les organes politiques ou bien les organes élus qui sont les conseils, qui sont l'émanation de tout un processus démocratique d'élection dont on a parlé tout à l'heure. Et vous avez les organes administratifs, c'est l'administration. Si on prend le cas de la commune, au sein d'une commune, vous avez le conseil qui délibère et qui représente le pouvoir délibératif de la collectivité. Et vous avez de l'autre côté l'administration communale. L'administration communale qui dispose donc, qui est chapeautée par le chef de la commune, le président communal, et qui assure la gestion des affaires administratives. Non, pas du tout. Donc on va voir qu'au niveau de sa composition, elle est attachée organiquement à la collectivité territoriale, mais au niveau des profits des fonctionnaires qui travaillent au sein des administrations des collectivités territoriales, il y a une sorte de confusion entre les fonctionnaires de l'État. Ce n'est pas confusion, mais complémentarité dans la mesure où, au niveau national, nous n'avons pas une fonction publique territoriale. Nous avons seulement une fonction publique communale. Parce que vous avez le décret de 1977 qui offre un corps de fonctionnaires communaux avec un statut particulier, mais au niveau des communes, des provinces et même des régions, il y a les fonctionnaires de l'État qui travaillent au niveau territorial. Donc c'est difficile de parler des fonctions publiques territoriales au Maroc. Donc au niveau des structures, des organes, comme je vous ai dit, vous avez l'organe délibératif représenté par le conseil, d'accord? Et vous avez l'organe administratif représenté par l'administration de la collectivité. Par exemple, au niveau de la province, vous avez l'administration provinciale, préfectorale, et vous avez le conseil. La même chose pour la commune et pour la région, la même chose. Donc nous avons cette dualité au niveau des organes de fonctionnement, mais le législateur a voulu que les domaines d'intervention soient séparés, dans la mesure où le premier, ça veut dire le conseil, délibère, et le deuxième aide l'exécutif à assurer les fonctions d'exécution, parce que l'exécutif, c'est le président, et le président dispose de l'administration communale, pour le cas de la commune. Donc là, le législateur a créé une sorte de séparation entre les deux, dans la mesure où il précise dans pas mal de dispositions qu'on va voir au niveau du statut de l'élu, par exemple, que les conseillers communaux ou autres n'ont pas le droit d'intervenir dans le travail administratif, notamment la signature de papier ou bien la prise de décision ayant caractère administratif, qui relève de la compétence de l'administration, à part les vice-présidents qui peuvent agir par délégation. Par exemple, le président de la commune peut déléguer le pouvoir en matière d'état civil ou bien en matière de légalisation à soit un fonctionnaire de la commune, soit un vice-président de son choix. Mais la loi, elle est claire. Donc, il y a une séparation entre le délibératif, l'organe qui délibère, et l'organe qui assure l'administration. Donc, vous avez là la condition principale, c'est que la collectivité doit disposer d'organes propres, que ce soit élus ou bien les organes nommés, les fonctionnaires. Et il y a, parce que là, quand on parle de la décentralisation, il faut toujours l'appréhender dans la continuité de la politique de l'État. Il ne doit pas y avoir de fractions, de différences.
de contradiction entre la politique menée au niveau national et la politique menée au niveau territorial, que ce soit à travers les attributions ou bien à travers les politiques publiques prises par les décideurs territoriaux. Donc, c'est ce qui justifie l'existence de ce contrôle dont on a parlé. Et on va revenir à la question du contrôle parce qu'elle est très importante. On a vu cette évolution de la tutelle vers, donc vous vous rappelez, le processus de l'évolution de la tutelle vers le contrôle allégé, puis le contrôle administratif, l'accompagnement, la contractualisation, etc. Donc, on va revenir à la question de façon plus précise pour voir comment ça se passe au niveau de chaque palier territorial. L'existence d'une collectivité territoriale, vous voyez qu'on a vu que pour qu'il y ait une collectivité territoriale, d'abord, il doit avoir un statut juridique, une vie juridique, d'accord, des organes propres, mais aussi, le plus important, c'est que la collectivité territoriale la décentralisation repose sur la reconnaissance aux collectivités territoriales d'intérêts spécifiques et de domaines d'intervention propres, spécifiques. C'est pour, en quelque sorte, reconnaître la particularité territoriale des affaires locales. Et ce qui soucie au niveau national les décideurs n'a pas forcément les mêmes préoccupations qu'au niveau local. C'est pour cela qu'on dit que la décentralisation permet toujours aux habitants de gérer eux-mêmes leurs affaires. Parce que, bien sûr, il y a le mécanisme de représentation, etc. Et il y a aussi donc, tout un ensemble de mécanismes de démocratie participative qui permet cette implication directe des citoyens dans la gestion locale. Mais la décentralisation, elle se fonde sur cette proximité et sur cette implication, cette participation des citoyens à la gestion des affaires de leur localité. Donc, toutes les lois de décentralisation qu'a vues le Maroc reconnaissent aux collectivités territoriales des compétences. Donc là, on parle actuellement d'une trilogie de compétences, les affaires propres, les compétences partagées et les compétences transférables. Donc avant, c'était les compétences consultatives. On les a remplacées avec les réformes de 2015 par les compétences transférables. Ça veut dire des compétences qui sont détenues par l'État et qu'il peut transférer selon des conditions bien déterminées par la loi au profit des collectivités territoriales. Donc là, on évoque la question d'affaires propres, de compétences propres, de domaines d'intervention propres pour distinguer le domaine d'intervention des collectivités territoriales par rapport à ceux réservés à l'État. Et on dit même que si l'État a voulu se décentraliser, c'est pour surtout se désengorger, se décharger de pas mal de tâches qui peuvent être gérées le mieux au niveau territorial. Ça nous renvoie à un principe qu'on va voir plus tard, un principe très important, c'est le principe de subsidiarité sur la base duquel donc, la politique de décentralisation elle a été menée, que ce soit au niveau national ou bien au niveau international. Donc, la collectivité territoriale a des domaines spécifiques qui sont arrêtés par la loi, parce que la loi arrête avec précision, et on va le constater parce qu'on va travailler sur les 3 lois organiques, on va constater que dans chaque cas, pour chaque collectivité, la loi dresse une liste limitative, énumérative des domaines d'intervention de chaque collectivité territoriale. Peut-être qu'on va constater que c'est la liste communale qui est la plus longue, parce que la commune agit dans pas mal de domaines, notamment les services publics. On va voir aussi que les services publics locaux, c'est vraiment, ça touche des domaines très importants qui touchent de près les intérêts des citoyens. Donc la loi arrête les domaines d'intervention de chaque collectivité, ce qui apporte à ces collectivités donc des matières propres à elles. Donc ceci nous renvoie directement à l'analyse des principes constitutionnels de l'organisation territoriale. Donc quand on parle des principes constitutionnels de l'organisation territoriale, ça nous renvoie à quelle disposition constitutionnelle? C'est
le titre 9 de la Constitution. D'accord? Le titre 9 de la Constitution de 2011 renvoie aux principes constitutionnels de l'organisation territoriale. Je vous invite à lire les dispositions du titre 9 pour avoir une idée. On va revenir à ce titre de façon beaucoup plus détaillée à chaque fois qu'on va traiter un aspect qui est déjà traité dans le cadre de ce titre. Donc, parmi les principes, pourquoi est-ce qu'on dit des principes constitutionnels? Pourquoi, selon vous? Pourquoi est-ce qu'ils sont constitutionnels? On ne parle pas de principes tout court. Oui? La Constitution, oui. Oui, oui. Parce que c'est des principes qui sont consacrés dans la Constitution. D'accord? Et la Constitution, elle est claire, elle renvoie à ces principes dans pas mal de dispositions. Donc, on peut retirer 4 grands principes. Donc, bien sûr, il y a des principes similaires qui peuvent se confondre avec ces principes, mais les grands principes, c'est d'abord, vous avez le principe de la libre administration, d'accord? Le principe de la gestion démocratique des affaires locales, et là, on a déjà parlé du principe de gestion démocratique des affaires locales dans la mesure où les décideurs territoriaux doivent intervenir dans le cadre des prises de délibérations et des décisions selon les mécanismes démocratiques, notamment l'élection et le vote. D'accord? Donc les grandes décisions prises au niveau dans le domaine délibératif, ces décisions sont prises par un vote majoritaire. Bien sûr, le président dispose toujours de sa majorité et il se trouve soutenu par sa majorité au moment du vote pour faire accepter les délibérations par le Conseil. Vous avez aussi le principe de subsidiarité et il y a le principe de coopération et de solidarité. On va voir aussi qu'il y a une différence entre la coopération, même si c'est deux notions qui prêtent à confusion. Il y a une différence entre la coopération et la solidarité selon les dispositions de la loi, les lois organiques, parce que les lois viennent préciser, expliciter et transposer dans le cadre législatif les dispositions constitutionnelles. Commençons par le premier principe, le principe de la libre administration. Donc, d'abord, c'est un principe qui vise essentiellement à offrir à la collectivité territoriale, et là, on ne fait pas de distinction. Quand je parle, s'il vous plaît, quand je parle des principes constitutionnels de la décentralisation, c'est des principes qui concernent toutes les collectivités territoriales sans distinction. Donc là, on ne fait pas la distinction entre la commune, la province et la région. On va voir que les domaines où la distinction sera beaucoup plus présente, c'est au niveau des domaines d'intervention, les compétences de chaque collectivité territoriale. À part ça, on va voir que vraiment il y a une grande ressemblance entre les différentes collectivités côté statut juridique. Donc, c'est un principe, la libre administration, c'est un principe d'abord qui vise à permettre à la collectivité d'avoir un espace de liberté bien consolidé et un espace qui leur permet d'agir de façon autonome. Il y a quelqu'un qui a parlé tout à l'heure de l'indépendance. On ne parle pas de l'indépendance d'une collectivité territoriale, mais on parle beaucoup plus de l'autonomie d'une collectivité territoriale. Mais là, autonomie par rapport à quoi? Oui, c'est vrai, par rapport à l'État, par rapport au pouvoir central. Donc c'est ce qui permet de concrétiser cette distinction entre les différentes personnes morales de droit public. Vous avez l'État, les collectivités territoriales, et les établissements publics. Chaque personne a son propre domaine d'intervention, ses propres préoccupations, etc. Donc le principe de libre administration vise en général d'accorder à la collectivité territoriale un espace libre de gestion de ses affaires à travers plusieurs techniques, plusieurs mécanismes. D'abord, il doit y avoir un organe propre. Chaque collectivité doit jouir d'un organe propre, un organe qui gère ses affaires
qui prend les décisions et qui a la possibilité de les exécuter. Quel est cet organe? C'est le conseil. Le conseil de la collectivité, que ce soit le conseil communal ou régional ou autre. C'est ça l'organe propre. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un organe propre? Oui, il appartient à la propriété. Oui. Pourquoi est-ce qu'il est propre? D'abord, oui. Son émanation, donc c'est... D'abord, vous avez des critères pour dire que c'est un organe propre. D'abord, le critère de l'émanation, c'est la volonté de la population. Donc, il y a l'émanation de la volonté de la population à travers des élections libres, directes, etc., qui ont permis à la population de choisir les membres qui composent ce conseil, cet organe. Au niveau institutionnel aussi, il est propre dans la mesure où il est autonome par rapport aux autres institutions existantes, notamment les différentes administrations qui existent au niveau territorial. Vous vous rappelez, quand on a parlé de l'administration déconcentrée, on a dit qu'il y a une panoplie, un arsenal d'institutions de l'État qui sont représentées au niveau territorial. Donc, le fait qu'il y ait un organe propre qui sort de ces institutions lui donne une sorte d'autonomie institutionnelle par rapport à l'arsenal institutionnel qui existe au niveau territorial. Donc, un organe aussi qui est élu démocratiquement, qui est chargé de gérer les affaires de la collectivité, qui sont, elles aussi, des affaires propres à la collectivité et qui diffèrent des domaines d'intervention des autres administrations locales, territoriales qui représentent l'État. Ça nécessite aussi l'existence de compétences et des moyens adéquats. Donc, il doit y avoir des compétences, comme j'ai dit tout à l'heure, des compétences qui sont attribuées par la loi, qui sont bien arrêtées par la loi. Et la conséquence, c'est que la collectivité territoriale n'a pas le droit d'intervenir dans des domaines qui ne sont pas arrêtés dans la loi, qui ne sont pas octroyés par la loi. Donc, il n'intervient que dans les domaines qui lui sont permis par le texte législatif. Bien sûr, la Constitution n'arrête pas les domaines d'intervention des collectivités territoriales. Pourquoi? Pourquoi, selon vous, la Constitution n'a pas arrêté les différents domaines d'intervention de chaque collectivité? Parce qu'on est dans le cadre d'une décentralisation administrative où la répartition des compétences entre l'État et les collectivités se fait au niveau subalterne, ça veut dire au niveau législatif, et non pas au niveau constitutionnel. Ça se fait seulement pour donc la répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales, donc se fait à ce niveau-là dans le cadre des régimes dont on a parlé la dernière fois, les régimes régionaux, les États régionaux ou bien les États fédéraux. Et puisqu'on est dans le cadre d'un État unitaire décentralisé, le Maroc, donc la répartition des compétences se fait au niveau législatif et non pas au niveau constitutionnel. Donc la collectivité territoriale doit avoir des compétences adéquates, lui permettant d'agir aussi les moyens. Quand je parle des moyens, c'est les moyens financiers, les moyens humains, institutionnels, etc., lui permettant d'intervenir dans la gestion des affaires locales. Il y a une autre condition concernant le principe ou bien la matérialisation du principe de la libre administration, c'est l'existence pour la collectivité territoriale d'une administration propre. D'accord? C'est l'élément organique qui prime dans ce cadre-là, dans la mesure où, si on part du constat que l'existence d'une collectivité nécessite l'existence d'un organe délibératif, ceci ne rétrécit pas l'importance aussi de l'administration, l'organe administratif. Donc, il doit y avoir une administration propre. Ceci nous renvoie à ce qu'on a dit tout à l'heure concernant l'administration locale ou bien l'administration territoriale. Comme je vous ai dit, oui. Les régions qui sont dans un état
Oui, au niveau des régions. Oui, s'il y a une différence entre leur liberté, parce que entre leur décentralisation, Oui. ils peuvent exercer entre les régions dans un État unitaire Et dans un autre. Donc, oui, il y a toute la différence est là. Ça, donc, c'est un rapport d'abord avec la nature de l'État. Si on est donc, au niveau d'un État fédéral, les régions disposent d'une autonomie politique, dans la mesure où cette autonomie politique, elle se traduit à travers l'existence d'un pouvoir, par exemple, un pouvoir non pas délibératif, mais un pouvoir législatif. Ça veut dire que les pouvoirs d'abord politiques sont octroyés aux régions au même terme que le pouvoir central. Donc les régions doivent avoir un pouvoir législatif à travers un parlement qui légifère, un parlement régional qui légifère, qui produit des normes. Donc là, vous trouverez que le pouvoir politique, il est partagé. Il n'y a pas un seul centre de pouvoir, mais il est partagé. Par exemple, dans le cadre législatif, vous avez le Parlement central et il y a le Parlement régional. Au niveau du pouvoir exécutif, ça nécessite aussi l'existence d'un gouvernement régional qui exécute les lois produites par le Parlement régional. Et là, vous voyez que le pouvoir politique, il est partagé. Il n'y a pas un seul centre de pouvoir, comme c'est le cas au niveau des États unitaires. Donc, ce partage, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le mot partage de compétences. Quand on est en face d'une décentralisation territoriale, le cas du Maroc, on ne parle pas de partage de pouvoir politique. Parce que, et là, avant même de parler des institutions politiques, Parlement, gouvernement, on parle d'un partage de pouvoir constituant même. Parce qu'au niveau des États fédéraux, chaque région a sa propre constitution, qu'on appelle les constitutions fédérées. Chose qui n'est pas permise, qui n'est pas autorisée, qui n'est pas concevable dans le cadre des États unitaires. Parce que l'esprit même, l'essence même de l'État unitaire, c'est que le pouvoir soit centralisé. Donc ça, au niveau des États fédéraux. Au niveau des États régionaux, c'est un État régional, je vous ai donné le cas de l'Espagne, c'est un État qui reconnaît le caractère unitaire, mais il octroie, il accorde aux régions un pouvoir politique. Ça veut dire qu'au niveau des régions, vous trouverez qu'il y a des parlements, des gouvernements, des attributions qui ont un caractère politique. Mais l'État garde l'aspect unitaire au niveau de la Constitution. Ce partage de pouvoir entre l'État et les collectivités territoriales, notamment les régions, se fait au niveau de la Constitution. Parce qu'au niveau de la Constitution, comme vous savez, il y a des compétences régaliennes, des compétences de souveraineté qui ne peuvent pas être partagées avec d'autres entités subalternes. Et vous savez très bien quelles sont les compétences de souveraineté de l'État, qu'on ne peut pas partager. Sinon, l'État perd une bonne partie de sa souveraineté. D'accord? Quelles sont ces attributions? Et c'est des attributions qu'on ne peut jamais accorder aux collectivités territoriales, que ce soit dans les systèmes unitaires, les systèmes fédéraux ou bien même les systèmes régionaux. C'est des attributions qui ne se partagent pas. Lesquelles? Oui? L'armée, quoi d'autre? Donnez-moi quelques cas. Oui, les relations internationales, les relations extérieures. Pardon, oui. La Constitution? Non, la Constitution, bien sûr, il y a une Constitution fédérale qui arrête, c'est vrai. Mais quoi d'autre? Allez. Quelles sont les attributions régaliennes de l'État? Non, la nature du régime, c'est arrêté au niveau de la Constitution nationale. Quoi d'autre? Oui. Vous avez la monnaie, vous avez la nationalité, vous avez le drapeau, l'hymne national, d'accord? La politique économique de l'État, les grands choix constitutionnels, politiques qui sont arrêtés au niveau de la Constitution fédérale ne peuvent pas être contredits. C'est par exemple l'État libéral, on ne peut pas trouver des régions socialistes ou autres. Donc, ça dépend, mais quand même il y a des attributions de souveraineté, des attributions, la langue officielle, la même chose, donc la nationalité, que l'État ne peut pas partager. Dans les systèmes régionaux,
dont vous avez parlé, l'État peut, donc, dresse au niveau de la Constitution, dresse une liste des compétences de l'État et celles qui sont attribuées aux autres composantes, notamment les États fédérés ou bien les régions. La différence entre les États fédéraux et les États régionaux réside dans le texte juridique qui réglemente les rapports, qui réglementent la nature des attributions des régions. Si au niveau des États fédéraux, on parle de constitution, parce qu'au niveau des États fédéraux, il y a la constitution fédérale et il y a les constitutions des États fédérés. Chaque État fédéré a sa propre constitution. Donc ça, au niveau des États fédéraux. Au niveau des États régionaux, ou bien ce qu'on appelle les États d'autonomie, on ne parle pas de constitution. On parle de quoi? On parle de statut d'autonomie. Les statuts d'autonomie. D'accord? C'est ce qui justifie l'existence, par exemple, en Espagne, de 16 statuts d'autonomie par rapport aux 16 communautés autonomes qui existent en Espagne. C'est ce que justifie aussi la présentation du Maroc aux Nations Unies du projet, le projet marocain d'autonomie. On l'appelle le statut d'autonomie de la région du Sahara. Ce n'est pas une constitution de la région parce qu'on est dans un État unitaire qui accepte d'accorder à une région une autonomie politique. D'accord? C'est ça la différence entre les attributions des régions dans un État unitaire par rapport à un État fédéral ou bien un État régional. C'est clair? Donc, je reviens à ce que je disais par rapport à l'administration propre. Nous n'avons pas au Maroc un système de fonction publique territoriale, mais nous avons un système de fonction publique communale, dans la mesure où nous avons un décret de 1977 qui offre un cadre des fonctionnaires communaux, qui offre des compétences pour le président communal de recruter des fonctionnaires communaux. Mais pour les autres collectivités, c'est toujours des fonctionnaires de l'État qui travaillent au sein de ces collectivités. Je tiens à souligner que sur ce point-là, la loi organique sur l'organisation communale renvoie, dans le cadre des réformes projetées en matière de décentralisation, à la création d'un cadre de la fonction publique territoriale à travers la promulgation d'une loi qui est toujours qui fait partie des réformes en attente, des réformes qui vont donc renforcer le cadre de décentralisation promulgué en 2015. Deuxième principe, c'est le principe de subsidiarité. Donc, le principe de subsidiarité, c'est un principe fondamental, c'est un principe qui a donc une existence même, non pas même nationale, même internationale et communautaire. C'est un principe d'essence allemande parce qu'il a vu le jour dans la constitution allemande où l'État arrête la répartition des attributions entre lui et les Länder allemands selon le principe de subsidiarité. Ce principe il a été repris dans le traité de Maastricht de l'Union européenne et sur la base de ce principe-là, les attributions ont été réparties entre l'Union européenne et les États européens. Donc, le Maroc a cité ce principe pour la première fois dans le projet marocain d'autonomie. Donc, pour la première fois qu'on entend parler dans un texte juridique ou bien dans une référence juridique du principe de subsidiarité. Et il a été consacré au niveau de la Constitution de 2011 comme étant un principe fondamental de l'organisation territoriale, un principe fondamental de la décentralisation et de la régionalisation. Donc, vous avez l'article 140 de la Constitution de 2011 qui stipule, je vais vous lire les dispositions, donc sur la base du principe de subsidiarité, les collectivités territoriales ont des compétences propres, des compétences partagées avec l'État et celles qui leur sont transférables par ce dernier. Ça veut dire les compétences transférables par l'État aux collectivités, de l'État aux collectivités territoriales. Les régions et les autres collectivités, s'il vous plaît, vous trouverez qu'au niveau de la Constitution, il y a toujours la citation des régions et des autres collectivités territoriales. Mais dans le cadre de l'article 1er,
quand le constituant a parlé de l'organisation administrative, l'organisation territoriale du Maroc, il a précisé que l'organisation territoriale est décentralisée, fondée sur une régionalisation avancée. Ceci nous pousse à se poser une question très importante. Pourquoi le constituant et le législateur ont voulu faire sortir, distinguer la région des autres collectivités territoriales? Là, on peut appréhender la réponse selon deux approches. La première, c'est que le constituant veut distinguer, veut faire de la région une collectivité à part, une collectivité distincte des autres collectivités territoriales. De l'autre côté, la deuxième approche minimise largement cette distinction. Elle rétrécit largement cette séparation ou bien cette distinction entre la région et les autres, en précisant que la région, ce n'est qu'une collectivité parmi autres. Et il n'y a pas vraiment de mécanisme juridique ni institutionnel qui permettent de valoriser la région par rapport aux autres. Toutes ces questions, on va les traiter quand on va travailler sur la régionalisation avancée, comme la réforme de l'organisation territoriale la plus marquante depuis la Constitution de 2011 jusqu'à aujourd'hui. Donc, l'article 140 de la Constitution nous renvoie au principe de subsidiarité selon lequel les attributions d'une collectivité, ou bien que ce soit communale ou bien régionale, doivent être assurées donc, au niveau le plus adapté à gérer cette affaire. Et l'État n'intervient qu'au moment où les collectivités n'éprouvent pas donc la possibilité, n'ont pas la possibilité d'intervenir ou bien n'ont pas la possibilité, les moyens pour supporter telle charge. Ce n'est qu'à ce moment-là où l'État peut intervenir pour assurer les attributions. Mais donc chaque collectivité doit avoir des compétences qui sont taillées par rapport à son domaine d'intervention, par rapport à ses moyens et par rapport à sa proximité. Donc là, vous voyez que le législateur, plus que le législateur, le constituant, il a réparti les compétences en 3 catégories. Vous avez les compétences propres, les compétences partagées et les compétences transférables. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire quoi une compétence propre d'une collectivité territoriale? Ça veut dire que c'est une compétence que seule la collectivité est habilitée à l'exercer et c'est à la collectivité que revient la responsabilité de cette attribution. C'est une attribution propre dans la mesure aussi que la collectivité doit avoir les moyens pour l'assurer et c'est à elle de la gérer selon donc ses disponibilités, ses moyens. Si on prend par exemple le cas des communes, parmi les attributions propres des communes, c'est la gestion des services publics communaux. Donc les services publics communaux, que vous savez, c'est l'eau, l'électricité, l'approvisionnement en eau et l'électricité, le transport collectif, la collecte des déchets, l'éclairage public, quoi d'autre, les gares routières. Donc vous avez toute une liste d'attributions propres qui revient à la compétence de la commune. Donc dans ce domaine-là, on ne peut pas revendiquer la responsabilité de l'État. C'est la commune qui est responsable de la gestion de ces services parce que ça relève de son domaine d'intervention propre. Vous avez les compétences partagées. Donc les compétences partagées, c'est des attributions qui sont maintenues, qui reviennent de la propriété de l'État, mais qui peut partager au niveau de leur réalisation parce qu'ils ont un aspect local important, il peut les partager avec les collectivités territoriales, selon le mode contractuel qu'on va discuter plus tard. Et les compétences transférables, c'est des compétences que l'État peut transférer définitivement au profit des collectivités territoriales, mais selon 2 principes juridiques bien clairs. Vous avez le principe de la différenciation et le principe de la graduation. Le principe de la différenciation veut dire qu'on peut, à travers ce transfert de compétences, trouver, par exemple, des régions qui ont des compétences alors que d'autres ne l'ont pas, parce que l'État n'a pas
voulu les transférer suite au déficit de moyens, peut-être humains, le moyen financier dont souffre la région pour assurer une telle compétence, alors que notre région a la possibilité d'assurer, parce qu'il a les moyens pour supporter cette attribution. Et la graduation, c'est l'attribution de compétences, non pas en un seul moment, mais avec selon une évolution des capacités des collectivités territoriales. Donc, le principe de subsidiarité a une implication très importante dans la mesure où il a donc pour implication importante, comme j'ai dit, de permettre aux collectivités territoriales de prendre des décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon. C'est ça l'idée principale. Donc, on accorde aux collectivités le plus de compétences qu'elles ont la possibilité de les gérer à leur échelon. Ce n'est qu'au moment où on dit que vraiment cette attribution dépasse largement l'échelon communal qu'on l'attribue à l'échelon supérieur. Par exemple, au niveau communal, on a attribué aux régions, aux communes, les attributions de proximité, les services publics, tous les services publics qui concernent la localité, les affaires administratives, les légalisations, l'état civil, etc. La police administrative aussi. Donc, vous avez toute une liste trop longue, on ne peut pas en parler, on ne peut pas cerner la liste. Mais on a attribué à la province les tâches qui concernent le développement social, le développement humain, par exemple le développement du monde rural, etc. Parce que ça dépasse les attributions de la commune. Et au niveau de la région, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on y a attribué des compétences beaucoup plus importantes en matière d'investissement, des grands projets d'investissement, développement économique, en matière d'aménagement de territoire. On va revenir à la question d'aménagement de territoire parce que c'est peut-être la compétence qui, selon la Constitution, qui donne une place de choix à la région par rapport aux autres collectivités territoriales. C'est le domaine de l'aménagement du territoire et la réalisation des SRAT. Les SRAT, c'est les schémas régionaux d'aménagement de territoire. Donc, au niveau des relations entre le pouvoir central et le niveau territorial, selon le principe de subsidiarité. Donc, cette relation est une relation largement tributaire de la nécessité ou non de l'intervention de l'État dans tel ou tel domaine. Donc, l'État ne doit intervenir qu'au moment où les collectivités territoriales sont incapables d'assurer la tâche. Donc, ce n'est qu'à ce moment-là que l'État doit intervenir pour satisfaire les différents besoins de la population. Donc, c'est ça l'essence du principe de subsidiarité. C'est accorder la compétence, l'attribution à la collectivité la mieux adaptée pour la gérer. Oui ? Non, là, on ne parle pas de délégation, non, c'est l'attribution de compétences. Non. S'il vous plaît. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, vous faites une confusion entre la délégation qu'on a déjà vue au niveau de l'organisation, de l'administration centrale par rapport au partage. Donc là, on parle d'un partage de compétences entre l'État et les collectivités territoriales. On ne parle pas de délégation, ni de pouvoir, ni de signature. D'accord ? Donc, vous avez le troisième principe. Oui, monsieur ? La police administrative. Non, la police administrative, c'est quoi? La police, s'il vous plaît. C'est quoi la police administrative? La police administrative, c'est un ensemble d'actes et de mesures prises par les autorités locales, notamment le président du conseil communal, le gouverneur et les autorités habilitées à prendre des mesures de police administrative au niveau territorial dans l'objectif de maintenir l'ordre public, la sécurité publique, la tranquillité, la salubrité. C'est des mesures qui permettent aux autorités locales de maintenir l'ordre. Ça n'a rien à voir avec les sanctions
que ces autorités peuvent infliger aux fonctionnaires ou autres. Donc ça entre dans un autre cadre. Ce n'est pas des mesures de police administrative. Non, vous faites une grande confusion. On verra, on va travailler sur la police administrative au moment opportun, et là on peut discuter ces aspects-là. Oui? Le contrôle. Non, la police administrative, ce n'est pas un pouvoir de contrôle. Non, ça n'a rien à voir avec le tribunal administratif. Non, c'est pas ça. Donc, s'il vous plaît, je savais que vous allez tomber dans des confusions. C'est tout à fait acceptable, c'est tout à fait légitime. C'est pour cela que j'essaie de vous expliquer de façon vraiment précise chaque concept à part. Donc, quand on parle de la police administrative, c'est quoi? C'est l'ensemble des mesures, des actes pris par les autorités administratives dans le domaine de maintien de l'ordre public. Quand vous parlez du rôle du tribunal administratif, c'est dans le cadre du contrôle administratif exercé sur les actes et les personnes des collectivités territoriales. On va revenir à cette question-là au moment opportun pour faire la distinction entre les deux, parce que c'est tout à fait... Le tribunal peut contrôler les actes pris par les autorités locales en matière de police administrative. D'accord? On peut intenter toujours des recours contre les mesures prises par le maire de la ville, des mesures de police administrative, et que nous, en tant que citoyens, jugeons que c'est des mesures illégales qui nous ont donc causé des préjudices. On peut demander au juge d'intervenir, mais ce n'est pas dans la même situation, c'est tout à fait différent. Donc, vous avez le troisième principe, c'est le principe de coopération et de solidarité. C'est un principe constitutionnel qui permet aux collectivités territoriales de tisser des relations de partenariat et de coopération, que ce soit entre elles ou bien avec d'autres acteurs nationaux ou internationaux. Le principe de coopération permet à la collectivité donc d'avoir, que ce soit selon le mode contractuel, le mode institutionnel ou bien le mode conventionnel, d'avoir des relations de partenariat avec d'autres collectivités. Et là, on va voir que le législateur, bien sûr, surtout ce principe-là, on va l'étudier dans le cadre des domaines d'intervention, de domaines d'action et des attributions des collectivités territoriales pour voir les cas de coopération et de solidarité. Mais il faut toujours faire une distinction entre la coopération et la solidarité. Ce n'est pas la même chose, dans la mesure où, en matière de coopération, les collectivités territoriales disposent de différents types de coopération, on parle même de partenariat. Là, vous avez la coopération conventionnelle, vous avez la coopération institutionnelle et il y a la coopération contractuelle. S'il vous plaît, c'est quoi la coopération entre les collectivités territoriales? C'est le fait d'avoir des relations mutuelles, d'accord, formalisées dans le cadre que ce soit de conventions ou autres, et des relations qui leur permettent d'intervenir dans la réalisation de quoi? Oui, dans la réalisation de leurs attributions. Donc voilà, parce que les collectivités territoriales ne sont pas habilitées, ne peuvent agir que dans la limite de ce qui est permis par la loi. Et ils peuvent, par exemple, entre une commune et une commune, il peut y avoir des conventions de coopération entre une commune et une région, entre deux communes. Donc là, c'est une technique trop libérale qui permet aux collectivités d'intervenir dans tous les domaines. Vous trouverez que les conventions de coopération sont trop... c'est une pratique largement sollicitée pour les collectivités territoriales. D'abord parce qu'il y a la souplesse de la convention. Il y a la possibilité d'intégrer plusieurs domaines de coopération dans la convention, et plus que ça, il n'y a pas l'aspect contractuel très pesant.
ça permet à la collectivité d'intervenir avec aisance et d'arrêter aussi les moyens de cette coopération. Les conventions de partenariat, vous avez des conventions en interne et vous avez ce qu'on appelle les conventions de coopération internationale ou bien la coopération internationale décentralisée. La loi permet aux collectivités territoriales de conclure des conventions avec des collectivités, avec des acteurs, parce qu'une collectivité territoriale peut conclure une convention avec soit une autre collectivité, soit avec l'État, soit avec les acteurs de la société civile, les associations, soit avec les coopératives. Donc, il a le droit d'intervenir selon le procédé conventionnel dans tous les domaines. Et donc, les acteurs ne sont pas, on n'arrête pas la liste des acteurs. Donc, elle a la liberté d'intervenir et de choisir les partenaires avec qui engager des actions de coopération. Comme la collectivité peut conclure des conventions de coopération avec non pas les acteurs nationaux, avec des acteurs internationaux, avec des acteurs étrangers. La restriction, la limite d'intervention de la commune dans ce cadre, c'est que les conventions internationales sont supervisées par les autorités de l'État. Pourquoi? Parce que, vous vous rappelez quand on a parlé des compétences régaliennes de l'État, on a parlé des relations extérieures, des relations diplomatiques. Donc, une collectivité territoriale n'a pas le droit d'engager l'État dans les relations internationales, n'a pas le droit d'agir dans la scène internationale en tant que collectivité distincte. Donc, elle ne fait que représenter l'État. Les conventions conclues entre les collectivités nationales et les collectivités étrangères doivent passer par les canaux du pouvoir central. Ministère de l'Intérieur, ministère des Affaires étrangères, etc. Mais ceci ne rétrécit pas l'importance des conventions internationales conclues entre les communes marocaines et les communes étrangères. Entre les collectivités, vous avez le cas le plus marquant, c'est le cas des jumelages. Donc, les jumelages, c'est des conventions de partenariat qui sont conclues entre les villes marocaines et les villes étrangères. Donc, ça, c'est la convention. Et c'est les conventions, le cadre conventionnel, c'est le cadre, comme je dis, le plus privilégié pour l'action des collectivités territoriales. Nous avons un autre type de partenariat et de convention, c'est le partenariat institutionnel. Et on va voir que dans les 3 lois organiques, les législateurs renvoient à plusieurs formes d'institutions qui permettent aux collectivités territoriales de fédérer leurs efforts pour pour gérer un service public ou bien pour assurer un projet de développement, etc. Donc, c'est quoi les coopérations, le partenariat institutionnel? C'est la création d'institutions distinctes des collectivités territoriales qui agissent dans les domaines réservés à ces collectivités. Par exemple, les groupements. Les groupements de collectivités territoriales, c'est des structures institutionnelles créées par les collectivités territoriales pour gérer un service public qui dépasse les capacités d'une ou deux collectivités. Prends le cas des décharges publiques. Les décharges publiques sont c'est une attribution des collectivités, c'est un service public qui peut dépasser la capacité d'une seule collectivité. Là, on peut créer un groupement pour gérer ce domaine. Le transport, par exemple, collectif, le transport intercommunal. Donc là, on va revenir à tous ces aspects. Je vous donne seulement quelques exemples, mais quand on va travailler sur les services publics communaux, on va voir comment sont-ils gérés. Donc, au niveau du partenariat institutionnel, vous avez aussi la possibilité pour les collectivités territoriales de créer des sociétés de développement. Le cas des SDL, si vous avez déjà croisé le mot, les sociétés de développement local. À Casablanca, il y en a plein. Donc, il y a plusieurs sociétés de développement local qui gèrent, donc qui agissent dans la gestion des services publics, Casa Transport, d'accord, pour le transport collectif, il y a Casa Tram, etc. On va voir plus tard quel est le cadre juridique qui gère ces institutions, ces sociétés, quel est leur statut juridique, dans quel domaine interviennent. Et vous avez le dernier cas de
des formes de partenariat, c'est le partenariat contractuel. Et là, je vais vous donner l'exemple nouveau, donc l'exemple qu'on a soulevé la dernière fois, c'est au niveau des relations entre l'État et les collectivités territoriales. On a dit que l'évolution des relations entre l'État et les collectivités territoriales est passée de la tutelle jusqu'à la contractualisation, en passant par le contrôle, l'accompagnement, etc. Donc, les relations entre l'État et les collectivités territoriales, c'est une relation qui s'enchemine vers beaucoup plus de contractualisation que de contrôle. La contractualisation, par exemple, dans le domaine des compétences transférables. La contractualisation dans le domaine des compétences partagées. Et la contractualisation dans les relations entre l'État et nous avons donc plusieurs types de contrats publics qui régissent les rapports entre l'État et les collectivités. Le cas des contrats État-région, les contrats plans par exemple, et on va voir qu'il y a des contrats qui peuvent être conclus entre les collectivités territoriales et les partenaires privés. Les contrats de gestion délégués par exemple. La délégation, les services publics qui sont délégués, les connaissez? Cas de Casablanca par exemple, dans les grandes villes. Oui, il y a l'eau, l'électricité, l'assainissement. Donc c'est des services publics, effectivement. Donc il y a pas mal de plusieurs, les abattoirs, etc. Donc c'est des services publics qui sont délégués aux services. Oui, c'est pas la sous-traitance, c'est la délégation. C'est la gestion déléguée des services publics qui se fait suite à un contrat administratif dont les normes sont arrêtées dans la loi de 2006 concernant la gestion déléguée. Donc on va travailler sur ce mode conventionnel, ce mode contractuel de partenariat entre les collectivités territoriales, entre elles, et entre les collectivités territoriales et les partenaires étrangers. Donc, maintenant, vous avez devant vous les collectivités territoriales au Maroc. Nous avons donc, selon le dernier découpage arrêté par le ministère de l'Intérieur, je vous renvoie, s'il vous plaît, je vous renvoie aux documents qui sont publiés par le ministère de l'Intérieur, la Direction générale des collectivités territoriales. Chaque année, cette direction publie un rapport donc, intitulé « Les collectivités territoriales en chiffres ». Et là, vous trouverez donc toutes les dispositions qui concernent le recensement des collectivités territoriales, leur domaine d'intervention. C'est des documents très importants. Donc, nous avons 12 régions, d'accord 12 régions selon le dernier découpage territorial de 2012. Donc, vous avez 12 régions, 62 provinces et préfectures, donc 49 provinces et 13 préfectures. 1503 communes, et je tiens à souligner que le législateur, dans le cadre des réformes de 2015, n'a pas fait cette distinction entre les communes urbaines et les communes rurales. Mais en pratique, la distinction elle est toujours en vie. Et on disait qu'avant les réformes territoriales, que les trois quarts des communes marocaines, c'est des communes rurales. Donc, et là, vous voyez que la répartition, elle suit donc là, les catégories offertes par la Constitution. Il y a les communes, les provinces, les préfectures et les régions. Donc, je vais vous libérer. Si vous avez des questions à poser, d'accord. Vous avez des questions ? S'il vous plaît, si vous avez des questions. Oui, s'il vous plaît, mademoiselle. Oui, donc, s'il vous plaît. Oui, vous parlez de la différence entre la province et la préfecture.
Donc la province, c'est l'ensemble des communes urbaines et des communes rurales, alors que la préfecture, elle ne concerne que les communes urbaines, qui fait les communes rurales. Oui? Oui. Oui, les communes urbaines et rurales. D'accord, vous êtes libre. Nous verrons le mercredi prochain. لا خدام. انت بتعمل